Bonjour. Bonjour. Alors, il y a quasi 190 ans, 189 ans, le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte mourait à Sainte-Hélène. Et depuis, il ne se passe pas une semaine sans qu'on évoque une hypothèse sur la cause de la mort de cet homme. Il faut dire que la mort de Napoléon, ça ressemble à un scénario à la Agatha Christie. En fait, il y a 4 protagonistes. Premièrement, il y a l'île de Sainte-Hélène, dont la femme du général Bertrand, qui était un des aides de camp de Napoléon, a dit « cette île chiée par le diable entre deux mondes ». Deuxièmement, il y a l'homme, le mort, Napoléon Bonaparte, qui, en l'espace de 10 ans, parti de rien, a quasiment régné sur l'ensemble du continent européen. De quoi se faire pas mal d'ennemis. Troisièmement, il y a le geôlier Hudson Lowe, qui est un militaire zélé, rigide, et qui a une trouille monstrueuse que Napoléon s'évade. Il est Napoléon et Napoléon le hait. Napoléon lui dit vous êtes un pire fléau que les monstrueux rochers de cette île. J'ai vu dans ma vie des Koulaks, des Cosaques, des Slovaques, tout ce que je veux, mais aucun n'avait une tête aussi moche, aussi horrible, aussi repoussante que vous. Donc là, on peut se poser la question, s'agit-il, oui ou non, du meurtrier? Mais en fait, comme dans tous les romans d'Agatha Christie, le meurtrier, probablement, n'est pas celui qu'on croit, puisqu'il y a un 4e protagoniste, le général Charles de Montholon. Le général Charles de Montholon, c'est l'aide de camp de Napoléon. Il a 2 raisons d'en vouloir à Napoléon. Premièrement, Albine de Montholon. Exactement. Sa femme. Là, vous nous la jouez Stéphane Bern. Albine de Montholon, que vous connaissez bien. Bien sûr. Était maîtresse de Napoléon. Il faut dire qu'il s'ennuyait sur l'île de Sainte-Hélène. C'est pas une excuse, ça. Commencez pas. Allez-y. Enfin, en tout cas. Si, ça peut être une excuse. Argument. Devinez comment il appelle Michel. Elle appelle son fils. Sa fille. Napoléon. Bravo. Enfin, ah non, on prépare les émissions. Ouais. Et donc, en fait, et puis surtout, Charles de Montholon est l'exécuteur testamentaire de Napoléon. Et à sa mort, il va toucher 2 millions de francs. De quoi être quand même suspect. Intéressé. En tout cas, ce scénario suscite quand même pas mal d'interrogations. Il y a quand même un rapport d'autopsie. Rapport d'autopsie excellemment fait par le docteur Anton Marquis. Dans ce rapport d'autopsie, il met en évidence, lorsqu'il ouvre l'abdomen, au niveau de l'estomac, une lésion ulcérée de 10 cm de longueur qui transperce complètement l'estomac avec un foie adhérent. Des hépatogastro spécialisés en cancérologie ont examiné ce rapport d'autopsie et considèrent que Napoléon a probablement eu un cancer de l'estomac à un stade avancé. Avec les thérapeutiques dont on dispose aujourd'hui, on pourrait penser qu'il a à peine 20% de survie à 5 ans. Donc véritablement, cancer d'estomac grave. 2 arguments en faveur du cancer de l'estomac. Premièrement, il y a, et c'est assez extraordinaire, les historiens ont retrouvé les pantalons de Napoléon. Et ils ont montré qu'en fait, il avait perdu pas mal de taille, surtout dans la dernière année, ce qui voudrait dire à peu près qu'il aurait perdu 10 kilos à partir de l'examen de 9 pantalons. Et puis deuxième argument, Napoléon, tout au long de sa vie, a souffert probablement d'ulcère d'estomac, avec sa fameuse la main sous son gilet. Il faut dire que l'alimentation des soldats à l'époque, pauvres en légumes et pauvres en fruits, avec une alimentation très riche en aliments saumurés, favorisait l'ulcère d'estomac, d'autant que c'était un dépressif chronique avec pas mal d'angoisse. On a un rapport d'autopsie probable cancer de l'estomac grave. Pourquoi on a imaginé du coup qu'on aurait pu l'assassiner? C'est parti d'où? Vous savez, Sainte-Hélène, c'est véritablement un scénario, comme je vous l'ai dit, à la façon des 10 petits nègres. Et aussitôt après la mort de Napoléon, vous avez le valet de Napoléon qui va dire « J'ai écouté une conversation entre Napoléon et son médecin dans lequel Napoléon disait « J'ai toujours eu un estomac de fer, s'il convulsionne, ça arrive de temps en temps, mais j'ai une très bonne digestion. » Et alors donc, lui, le valet de chambre, va dire « Pourquoi Napoléon, 52 ans, n'aurait-il pas été assassiné ?» Dans les années 60, vous avez un dentiste suédois, Sven Forshult, qui va en fait recueillir des cheveux de Napoléon, qui va les faire soumettre à des examens toxicologiques, et il va montrer qu'il y a une quantité phénoménale d'arsenic.
Et là, vous avez une personne qui s'appelle Ben Weider, qui est un milliardaire, président de l'International Napoleonic Society, qui va en fait réanalyser les cheveux et qui va montrer qu'en fait l'arsenic n'est pas déposé à l'extérieur des cheveux, mais dans le bulbe du cuir chevelu, ce qui voudrait dire qu'en fait Napoléon aurait été intoxiqué par l'ingestion d'arsenic qui est passée du corps en fait, voilà, vers les cheveux. Et l'arme du crime, c'est ça. Oui. C'est cette boîte-là avec laquelle on a intoxiqué. Oui, non, non, c'est ça. Alors il y a plusieurs arguments quand même qui plaident contre cet empoisonnement. Hein. 4 arguments. Premier argument, Napoléon prenait de la liqueur de Foller qui était un remontant. Mais il le prenait depuis des années et des années. Deuxièmement, on s'est posé la question du papier peint dans sa chambre de Sainte-Hélène et du poêle. Les vapeurs, en fait, la colle du papier peint avec des vapeurs d'arsenic aurait-elle entraîné ce problème? Troisième chose, ils buvaient pas mal de vin et on sait que pour nettoyer leur tonneau, les vignerons utilisaient de l'arsenic. Mais là où ça pose quand même problème, c'est qu'il y a 2 arguments contre l'intoxication à l'arsenic. Premièrement, on a retrouvé des cheveux de Napoléon qui avait été prélevé 15 ans avant sa mort, dans lequel on retrouvait déjà de l'arsenic. Et puis, surtout, l'autre argument, c'est qu'il n'avait pas les signes d'arsenicisme chronique, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand vous avez une intoxication à l'arsenic, vous avez d'abord une peau très sombre. Deuxièmement, vous avez tendance à avoir au niveau des paumes et des plantes un épaississement cutané. Et puis vous avez ce qu'on appelle des neuropathies douloureuses des membres inférieurs, chose que Napoléon n'avait pas. En tout cas... Est-ce que c'est bien les cheveux de Napoléon qu'on a analysés? Vous posez la bonne question. Et ça, vous soulevez une nouvelle boîte à Pandore. Parce que, en fait, la grande question, c'est que ce qui serait génial, c'est de pouvoir ouvrir le tombeau des invalides pour sortir le corps de Napoléon et examiner là-dessus. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont eu une imagination extraordinaire et qui se sont dit Napoléon n'a pas pu mourir. Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une substitution du cadavre de Napoléon par celui de Cipriani, qui était son valet de chambre, qui lui ressemblait étrangement? Et pendant ce temps-là, on enterre Cipriani. Pendant ce temps-là, Napoléon se fait la poudre d'escampette. C'est quoi ce geste d'historien? Bon, mais on continuera avec Napoléon, donc. Tout à fait. Merci beaucoup, Bruno. Merci.